Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir, bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans cet Excellent, votre émission du dimanche 19h sur Sud Radio, celle qui donne la part belle à l'excellence française dans toute sa complexité et toute sa richesse ce soir, et qui a allumé le chaudron au cœur de Toulon. J'ai nommé Charles Berling, chères auditrices, chers auditeurs. Charles Berling, vous allez nous raconter ce moment de joie, puis aussi votre rôle de directeur du théâtre Liberté dans cette belle ville, et puis on va parler de vous aussi, car vous en faites des choses. Votre contribution au paysage culturel français est indélébile, c'est clair. Beaucoup d'actu, de projets en cours. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Judith. Bonjour. Il a cofondé son entreprise il y a 30 ans et c'est devenu un des incontournables du secteur de l'immobilier haut de gamme. Le président de Consultant Immobilier, Roger Abécassis, est un expert reconnu pour son analyse fine des tendances économiques, son leadership dans le secteur immobilier en France, à l'international. Roger Abécassis, vous allez pouvoir partager avec nous vos tips sur l'immobilier aujourd'hui, mais aussi et surtout nous raconter les clés de votre parcours d'entrepreneur dans cet Excellent. Bienvenue. Bonjour Judith. Bonjour. Vous êtes bien sur Sud Radio, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue chez vous. Alors, justement, cette flamme olympique, c'est une grande fierté, une grande folie. Ce sont vos mots pour raconter votre allumage du chaudron à Toulon, Charles Berling. On imagine que ça vous a transporté, quoi. Ah, oui, on peut dire que il y a une fièvre, une liesse populaire vraiment exceptionnelle. Oui, tout à fait. Donc c'était... Comme j'aime beaucoup ma ville, Toulon, que c'est vrai que ça fait maintenant quelques années que je dirige cette scène nationale Château-Vallon-Liberté et que je suis donc très fier au fond des valeurs qu'on défend là-bas. Eh bien, c'était l'occasion avec la venue de la flamme olympique sur la place de la Liberté de montrer comment le sport et la culture peuvent être cousins, frères. C'est-à-dire comment justement ils peuvent promouvoir ensemble des valeurs de construction, de civilisation, de paix. De convivialité, c'était vraiment le cas. Alors, je vous assure que, en fait, c'est les gens, on est dans des bus et puis tous les relayeurs, comme ça, glissent du bus tous les 200 mètres. Et puis, quand on est le dernier, parce que, par définition, quand on allume le chaudron, on est le dernier relayeur. Donc, on partage comme ça avec tous ces relayeurs des moments assez rigolo dans le bus, mais à un moment où vous sortez, vous ne vous attendez pas à cette joie, cette explosion de joie aussi délirante. Donc voilà, ça incite à faire un petit peu le con, comme on dit. Et voilà, ça y est, le chaudron est allumé ici sur la place de la Liberté. Voilà, on entend les cris de joie, cette folie que vous avez derrière vous et qui vous transporte à ce moment-là totalement dans la même joie. On imagine qu'en fait on flotte presque. C'est d'être un moment incroyable, quoi. Je le redis. Ah ouais, mais vraiment, c'est-à-dire dans ces cas-là, il faut pas subir, il faut y aller. Donc bon, c'est vrai que j'ai un peu l'habitude de la scène et donc c'est comme une grande scène. Ouais. J'avais déjà fait des événements très publics comme ça avec des milliers et des milliers de personnes. Et la foule, je crois, peut être quelque chose de catastrophique ou quelque chose de très bouleversant, d'énergisant. Et c'était le cas. Est-ce que vous avez préparé ça comme un rôle ou pas du tout ? J'ai rien préparé du tout. En fait, moi, la veille, je jouais à Monaco. Après, le matin, j'ai répété une pièce. Je créais une pièce sur Montessori, Maria Montessori. Et donc, pour moi, j'avais donc dit super. Ouais, merci beaucoup de me compter comme relayeur de la flamme. Après, on m'a dit que je serais le dernier, etc. Mais pour moi, non, j'avais rien préparé. Il y a rien à préparer que de se laisser aller au fond à cette joie et cette folie, parce que encore une fois, une foule en délire comme ça, c'est puissant. Ça vous transperce, quoi. Et c'est agréable à entendre, parce qu'on a beaucoup entendu les dents grincer avec cette histoire des JO, les problèmes dans Paris, les transports, etc. Et finalement, quand on est dans le moment, les gens sont contents, quoi. À fond. Voilà. Ah oui, tout donc à ça, fait. c'est sympa à savoir. Ah non, puis moi, je connais bien Toulon, je connais bien la population et je voyais vraiment des visages de jeunes, d'enfants, de parents comme ça, mais totalement... c'est comme si je redécouvrais beaucoup de visages de Toulon. Et il y a une ferveur, il y a quelque chose, il y a une grande joie à partager comme ça, cette chose qui est le sport,
Ouais. Et puis là, en même temps, partager avec les valeurs de la culture, non, c'était super. Et alors, c'est la collégienne Sarah Robert, justement, qui vous a passé le flambeau. Ça aussi, c'est un beau symbole du lien qui unit les générations et tous les âges, en fait, devant cet événement aussi. Parce qu'il y a une fierté, on peut dire une fierté nationale, c'est pas un gros mot. La petite Sarah, elle était avec son père est dans la Marine nationale, moi mon père était médecin dans la Marine nationale, on a fait, je lui demande dans quel collège tu es, elle me dit au collège Péresque, j'ai dit j'y étais, donc évidemment on n'est pas de la même génération, on a pu s'en apercevoir, mais c'est ça qui est super, c'est-à-dire que au fond, les JO, ça fait que les gens se parlent, se croisent, se retrouvent. Ça, c'est la beauté du sport. Et c'est comme le passage de ce flambeau, finalement, qui crée le lien aussi entre cette collégienne et vous, quoi, ou entre les différentes personnes qui se le sont passées auparavant. Oui, c'est un symbole, c'est un symbole, cette flamme, et c'est vrai que de le reprendre comme ça, ça crée aussi, je pense, une montée en puissance pour attendre cet événement. Alors c'est beau. Ouais. Mais c'était super de discuter avec tous ces gens. Il y avait aussi le président du RCT, le maître qui était là. Donc il y avait Virenque qui était dans le même bus. Donc c'est chouette. Très éclectique. On voit Richard qui se trouvait là. Il est varois lui aussi. Donc on voit des tas de figures et puis on n'a pas l'habitude de les croiser. Ouais, c'est ça. Roger Abécassé, je rappelle que vous êtes président de Consultants Immobiliers. Les Jeux Olympiques, ça inspire donc de la fierté aussi à notre identité collective française. On imagine que c'est aussi pour le domaine de l'immobilier, de l'investissement qui a connu des temps difficiles, un moment qui permet de rebondir ou de trouver un autre chemin peut-être. Écoutez, j'ai un doute là-dessus. Ouais, c'est aussi compliqué que ça en ce moment. Parce que... En fait, on peut le vivre comme un handicap, compte tenu des restrictions sur Paris notamment, puisque moi j'ai une activité, on opère à Paris principalement, aussi sur la côte normande et la côte d'Azur, mais sur Paris ça peut paraître comme un handicap, puisque notre métier c'est de faire des visites, de montrer des biens, des jolis lieux à des acquéreurs potentiels, et là on est en souffrance parce que Paris se ferme, donc je n'ai pas encore une visibilité. Quant à la ferveur, ça participe à un regain d'optimisme. On vient de traverser une année et demie très difficile, et avec les beaux jours, avec surtout la stabilisation des taux d'intérêt, voire la baisse, et ces Jeux Olympiques, il est clair que ça influe de manière positive sur le moral des gens. Ça gomme un peu de morosité ambiante, et on va en profiter, c'est sûr. Ça va potentiellement influer sur les prix des appartements, ou pas du tout, vous pensez a posteriori? Alors, le doute vient du public. Je pensais que énormément d'étrangers venaient aux Jeux Olympiques, et en fait, a priori, 70% des tickets ont été vendus à des gens de Paris ou de la banlieue parisienne, du Grand Paris. Et ça m'a surpris. Il n'y a pas tant d'internationaux, quoi. C'est ça que vous dites? C'est ce que c'est a priori sur la vente des tickets, c'est ce qui se passe, et je trouve ça très bien. On a une fausse impression que les étrangers débarquent à Paris pour acheter de l'immobilier à Paris. C'est juste 3% des transactions. C'est bon à savoir. Nous sommes dans la vraie vie, et la vraie vie, c'est des gens qui déménagent pour mieux. Dans différents événements familiaux. Donc 2 événements heureux et 2 événements malheureux, c'est-à-dire le divorce et le décès pour le malheur, et pour le bonheur, c'est l'enfant et le mariage. Donc, d'accord. Vous accompagnez les gens, quoi. On accompagne les gens. C'est un peu des psys, en fait, les mecs qui font de l'immobilier. Qu'est-ce que vous en pensez, Charles Berling? Forcément, oui, ça touche à quelque chose de très intime. L'habitat, il n'y a rien de plus intime. Ouais, c'est clair. Alors vous avez dit, allumer la flamme, c'est moi que ça allume. Vous avez dit ça littéralement. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça, ça vous a allumé, quoi. Mais moi, je sors d'un bus et puis on me met une foule comme ça, ça m'électrise, ça me galvanise. C'est comme quand un rideau s'ouvre sur scène, il y a le public qui est là, et ça, je sais pas, depuis que je suis tout petit, ça m'a toujours fait ça. Bing. Quelque chose s'allume. Et alors en plus, il y a quand même le symbole du fait que vous avez beaucoup été entre Toulon et Paris, mais vous êtes quand même originaire de Toulon, et que c'est votre retour aussi dans cette ville qui redevient la vôtre, qui n'a jamais cessé de l'être en fait, mais qui en même temps, c'est une manière de lui rendre hommage peut-être pour vous aussi. Bien sûr, totalement. Mais vraiment pour moi, d'abord c'était encore une fois un honneur, une grande fierté d'avoir été choisi, et donc c'est vrai que
depuis plus de 10 ans, je me suis investi pour la culture dans cette ville. Et donc c'était presque un devoir pour moi que la culture soit représentée sur cette place. D'autant plus qu'on entend avec Dominique Hervieux, Thierry Rey, enfin le COJO, les gens, les Olympiades culturelles, ça existe. Et c'est pas pour rien. Il faut se souvenir que les Grecs, quand ils ont fait les Jeux Olympiques au départ, il y avait des concours de poésie, il y avait du théâtre, il y avait la culture et le sport. On peut être compétiteur aussi, voilà, c'est ça. Totalement. Enfin, encore une fois, c'est très complémentaire. C'est quoi les valeurs communes principales que vous souligneriez? C'est-à-dire, pour moi, je crois que c'est jouer avec des extrêmes, avec des forces qui sont qui ont un pouvoir destructeur, et en même temps, c'est de les mettre dans un cadre qui fait qu'elles ne sont pas de la destruction. C'est-à-dire, c'est pas la guerre. C'est, je dirais, vous voyez, on le voit bien dans le sport. Il y a un esprit de compétitivité, il y a des adversaires, il y a une lutte, mais c'est symbolique. Ça reste dans le sport et dans la culture. Je vous assure qu'il y a des films que vous faites ou des pièces que vous jouez, c'est quand même des carnages. Mais on raconte ça. On le fait exister, mais c'est pour ce qu'on a. Tout le monde a appris ça à l'école, la catharsis, etc. C'est-à-dire, c'est comment on peut exprimer ces forces incroyables qu'il y a dans l'être humain, qui peuvent être extrêmement destructrices, mais qui, là, sont mises à disposition à disposition de notre responsabilité. Tarkovsky, il en parlait très bien. Il disait l'art, c'est fait pour irriguer l'âme, pour elle puisse être à même d'envisager le bien, pas seulement le mal. Vous êtes bien sur Sud Radio, c'est excellent, avec le comédien, metteur en scène, directeur du Théâtre Liberté de Toulon et dernier relayeur varroa de la Flamme Olympique, Charles Berling, et le patron cofondateur de Consultant Immobilier, Roger Abécassis. On revient tout de suite, restez avec nous. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, les copines, les copains. Ce soir à mes côtés, le comédien, directeur de la scène nationale de la Liberté à Toulon, sans oublier porteur de la Flamme Olympique, Charles Berling, et Roger Abécassis, le cofondateur et président de Consultant Immobilier. Alors tout d'abord, Roger Abécassis, vous avez cofondé avec Patrick Goldberg un consultant immobilier il y a 30 ans cette année. Joyeux anniversaire. Merci Judith. Dis donc, 30 ans, quand on monte une boîte au tout début, c'est pas forcément... on se projette pas dans 30 ans, quoi. Oui, mais ça passe tellement vite parce qu'en fait, quand on la monte avec passion, parce que c'est un métier de passion, c'est un métier extraordinaire. Comme disait Charles, on entre dans l'intimité des gens. Et s'il y a un achat matériel qui vaut la peine, c'est bien acheter son lieu de vie, ou seul ou avec sa famille. Bien sûr. Et c'est l'achat le plus important. Tout le reste est superflu quand on y réfléchit. Et au sortir du Covid, les gens se sont rendus compte qu'être bien logé, c'était juste essentiel. Et ça a redonné un boost à notre métier, qui devient un métier essentiel. C'est de bien loger les gens et qu'ils puissent avoir accès, les conseiller pour qu'ils puissent avoir accès à leur lieu de rêve. Donc c'est effectivement un métier où vous accompagnez les gens. Donc le premier mot qui vient, c'est vous les écoutez, quoi. Ça commence par là, en fait. Alors, c'est un métier assez facile, en fait. Depuis 30 ans, vous écoutez, vous rappelez et vous souriez, et vous pouvez tirer votre épingle du jeu. En tout cas, c'était notre secret. L'autre secret, c'était d'être implanté physiquement dans chaque quartier, les bons endroits, quoi. Dans les beaux endroits. C'est pas par choix, mais c'est vrai qu'on est implanté dans des beaux endroits, dans des jolis lieux, où les gens aiment venir nous rencontrer, et surtout nos personnels aiment venir travailler. C'est pas par choix. C'est-à-dire, c'est quand même un choix au départ de faire de l'immobilier haut de gamme dans votre entreprise. Peut-être pas au début. Quand on parle d'immobilier à Paris, c'est difficile de trouver de l'immobilier qui n'est pas haut de gamme. Puisque aujourd'hui, si vous n'êtes pas riche, vous n'avez pas accès en primo-accédant à l'immobilier parisien. Donc on travaille sur le long terme, sur la vie des gens, et c'est un marché de renouvellement. Donc si vous ne pouvez pas acheter quelque chose, si vous ne vendez pas quelque chose, sauf à avoir une fortune subite d'héritage ou bien sur la vente d'une entreprise. D'accord. Alors justement, consultant immobilier, vous avez 17 agences immobilières, c'est ça, haut de gamme, donc 90 collaborateurs un peu partout en France. Alors plutôt, vous l'avez dit, Côte-Normande, Côte d'Azur et Paris, quoi. Oui. C'est ça.
les bons endroits encore. Oui, on a aussi un bureau aux États-Unis. Mais... Voilà, et aussi donc à Miami, c'est ce que j'allais dire. Oui. Voilà, vous développez à Miami. On développe, oui, absolument. En fait, comme sur la côte normande ou la côte d'Azur, notre objet, c'est de faire jouer les synergies entre les endroits. D'accord. Donc, en fait, pourquoi les États-Unis? Pour donner un service à des Français qui s'implantent là-bas ou qui reviennent à Paris. C'est la même chose en Normandie. Et j'ai vu Londres et Marrakech aussi. Oui, enfin c'est ponctuel, mais on a un accord avec l'immobilier, avec une structure très ancienne à Londres qui s'appelle Chesterton. Plutôt que de s'implanter là-bas, en fait, on est en synergie avec eux, on a un accord exclusif. Et alors, comment est-ce que vous adoptez vos stratégies justement pour garder cette qualité de service et trouver les biens, etc., avec tous les défis économiques que vous rencontrez en ce moment et la difficulté dont on a parlé dans 2 secondes tout à l'heure que connaît votre secteur? Oui. Alors, bon, à toute crise, malheur est bon. C'est-à-dire que malheureusement, le marché a été purgé de certains acteurs immobiliers, ce qui fait que mécaniquement, on récupère certaines parts de marché, malheureusement. D'accord. Ça dépend de quel point de vue on se place, non? Je travaille sur un secteur particulier et aujourd'hui, on est 5-6 opérateurs sur Paris-Ouest, Paris-Centre et Paris-Ouest. À être en concurrence, alors qu'auparavant, il y a 10-20 ans, il y avait une multitude d'acteurs. Donc aujourd'hui, la concurrence est bien identifiée et les gens cherchent chez nous, comme ils cherchent chez nos concurrents, un service. Si Charles veut revenir à Paris et chercher un appartement, il va s'adresser à moi et je vais lui ouvrir tout le marché de l'immobilier ouest, mais il n'aura qu'un seul interlocuteur. Donc c'est le principe du multi-agence qu'on a créé il y a 30 ans, en jouant les synergies sur les agences. C'est un peu vous qui avez initié cette idée, en fait, c'est ça que vous êtes en en train de 94, dire. on a initié cette idée et ça a été dupliqué. Je parle de réseau propre, les franchises existaient. Mais réseau propre, c'est comme si vous aviez une seule agence immobilière répartie sur 17 sites différents. Voilà. Et alors, il y a un truc qui est notable aussi dans votre manière de travailler, par exemple, c'est votre magazine qui s'appelle donc votre magazine Consultant Immobilier. C'est un magazine où vous allez effectivement montrer des annonces immobilières, mais aussi du design, de l'architecture, de la culture, du tourisme, etc. Ça fait longtemps que vous le développez. C'est un magazine plutôt haut de gamme. Pourquoi c'est important justement c'est pour travailler sur l'exception justement que vous développez ce support aussi et pour créer le lien avec la culture et avec l'environnement parisien, je suppose. Alors c'est surtout ça, créer le lien, c'est-à-dire faire un magazine décalé où on parle de culture, de lifestyle, d'architecture, de design, qui sont des secteurs intimement liés. Quand vous achetez un appartement, après il faut mettre c'est logique, éventuellement des tableaux sur les murs. Ou des tables, ou des chaises. Ou des pour chaises. commencer. Et tout ça, c'est que du bonheur en fait. Bien sûr, donc c'est important. Ce magazine, l'idée c'est que les gens ne le jettent pas. Il y a même certaines personnes qui m'appellent parce qu'il leur manque un numéro. Et donc, il est très diversifié. C'est un peu l'idée, c'est de casser les codes. Donc on alterne. Notre spécificité, c'est d'avoir une tête un peu connue en couverture. Là, il y a Pierre Hermé, par exemple, qu'on a reçu plusieurs fois dans cet excellent. Pierre Hermé. Parfois, ce sont même des clients un peu connus de notre structure. C'est le cas de Pierre, qui est devenu un ami. Alors justement, là, ça me permet de rebondir sur la question d'après. Lui, c'est devenu un ami parce que vous l'avez accompagné peut-être sur son projet privé, mais est-ce que vous l'avez accompagné aussi sur ses projets commerciaux, par exemple sur des boutiques ou des choses comme ça, Pierre Hermé? Alors, est-ce que vous avez des clients avec qui vous faites ça peut-être? Alors l'immobilier commercial, c'était mon premier métier. D'accord. Mais j'ai eu une appétence beaucoup plus grande au fil du temps pour l'immobilier. On parlait de psy. Ouais. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est ça qui vous plaît, parce que dans le commercial, ça existe moins, quoi, c'est ça? Oui, absolument. Ouais. Dans le commercial, vous avez un cahier des charges, climatisation, pas climatisation, un emplacement. Je trouve ça moins intéressant, bien qu'on le fasse toujours. Pour Pierre Hermé, oui, on l'a accompagné pour trouver son siège social. On l'a conseillé là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans la vie des gens, comme le disait Charles tout à l'heure, de rentrer dans l'intimité. Et c'est passionnant parce que notre métier est un peu difficile parce qu'on doit mettre 2 personnes d'accord avec 2 situations complètement différentes qui veulent 2 choses radicalement différentes. Donc on doit faire preuve de beaucoup de psychologie
beaucoup de patience, beaucoup de sourire et beaucoup d'optimisme. C'est un métier vraiment extraordinaire. Alors Charles Berling, vous êtes directeur du théâtre Liberté à Toulon, on l'a dit. Alors c'est un théâtre, c'est un beau théâtre. L'immobilier, il a un rôle à jouer aussi pour créer le tissu culturel local et international. Comment, sur les lieux d'exception aussi, on imagine que c'est important, que ça joue un rôle. Est-ce que vous en entendez parler? Est-ce que c'est quelque chose qui joue un rôle aussi dans votre ville, de ce que vous avez vu, quoi? Je crois que alors c'est une scène nationale, ça s'appelle la scène nationale Château-Vallon-Liberté. Au début, je dirigeais seulement le théâtre Liberté au centre-ville de Toulon. Et cette scène nationale a la particularité d'être sur 2 sites, puisqu'il y a aussi un autre site qui s'appelle Château-Vallon, qui existe depuis, on va fêter l'année prochaine les 60 ans de Château-Vallon. C'est une utopie réaliste et c'est 2 couples de gens de Olioul, de Toulon, qui ont voulu à l'époque, dans les années 60, fabriquer une cité des arts, de la science et de la nature. Et d'ailleurs, le Château-Vallon est devenu depuis un site remarquable. Donc, d'un point de vue, disons, de ce que c'est, en haut comme en bas. Donc, il y a la ville et la campagne, la montagne et la mer, si vous voulez. Il y a une complémentarité extraordinaire. On a 6 salles. C'est donc une scène nationale qui est d'ailleurs la 2e de France par sa taille et donc on peut faire des programmations magnifiques. Il y a un festival d'été là qui va commencer en juin, puisqu'on accueille pendant plusieurs années l'Opéra de Toulon, parce qu'ils sont en travaux, donc ils sont hors les murs. Donc là ils font une création tous les ans. Il y a un amphithéâtre de 1200 places. Qu'est-ce que c'est la création de cet été alors? C'est Cafpag et Pagliacci. Okay. Donc c'est une metteuse en scène italienne. Et après il va y avoir pendant tout le festival. Mais comment dirais-je, c'est vraiment pour moi le symbole de ce qui peut être magnifique. Toulon est une ville qu'on connaît mal. Toulon est une ville qui est un peu une mauvaise réputation. Mais si on considère justement l'emplacement de Toulon, le site lui-même, bon, je parle pas de la rade, mais tout l'environnement toulonnais, tout ce qui constitue Toulon, est quelque chose d'absolument prodigieux. Tous les copains, tous les artistes qui descendent pour jouer, pour faire un certain nombre de manifestations qu'on fait toute l'année, sont estomaqués quand ils voient Toulon et disent « Ah mais en fait, je pensais que c'était... Ah mais non, mais c'est vachement bien ». Bon, il faut dire qu'il y a aussi une municipalité à travers Hubert Falco qui, depuis 20 ans, le centre-ville a été vachement rénové. J'avais acheté un appart d'ailleurs, moi, au centre-ville et tout. Donc c'est une ville qui est très agréable à vivre et qui n'a pas, qui est une ville à proportion, je dirais, très humaine, qui reste, c'est pas ni Marseille ni Nice. Alors ça a été longtemps comme ça pris en étau entre ces 2 grandes villes qui ont évidemment Nice et Marseille. Ont des réputations qu'on ne raconte plus. Mais Toulon, je dirais, et donc là. On comprend, et je pense que Hubert Falco, qui m'a demandé au départ, avec mon frère, de diriger le Théâtre Liberté, a compris que la culture, eh bien, apporte à une ville, à un endroit, eh bien, quelque chose comme un plus. Même les gens que je croise dans la rue à Toulon qui ne sont pas venus, par exemple, voir des spectacles, ça peut arriver, c'est malheureux, mais enfin ça arrive, eh bien, ils me croisent et ils me disent « Ah, merci pour ce que vous faites pour la ville ». Parce que eh bien, je crois que c'est normal. Dans l'immobilier, on a conscience de ça, c'est-à-dire qu'un lieu, il n'est pas seulement de la pierre, il est aussi tout ce qui se raconte à l'intérieur de la cité. Et donc, quand il y a de la culture, quand il y a un théâtre, nous on fait venir tellement d'artistes, ça réjouit tout le monde et ça crée des liens. Et en plus, la scène nationale, pour moi, est vraiment là. Vous en parliez tout à l'heure, c'est-à-dire comment faire que les gens qui sont a priori pas disposés à se parler, se mettent à se parler. Donc moi j'aime bien l'utopie réaliste que c'est Château-Vallon, dans le sens que c'est comment la cité des arts, de la science et de la nature, comment on peut faire parler tout le monde, pas seulement les spécialistes de la culture, les théâtreux, les cinéastes, les machins, mais que tout le monde
eh bien, soient conviés, au fond, à échanger. Et ça, ces lieux-là, ils sont faits pour ça. Roger Abécassis, quand on écoute Charles Berling, finalement, ce qu'on entend, c'est ça, c'est l'âme des lieux qui est aussi peuplée par les gens. Donc, ça lie à ce que vous faites, vous. C'est-à-dire que quand vous vendez un endroit, vous vendez une âme, vous vendez l'âme d'un lieu à des gens qui vont en recréer une, en fait. Je ne sais pas comment, si c'est clair ce que je dis. Déjà, ce que dit Charles, ça me parle, parce que j'ai passé un an à Toulon il y a une année. Alors vous avez en commun une école tous les deux, hein, si j'ai bien compris. Le lycée du Mont-Durville. Le lycée du Mont-Durville. Bon, c'est une période j'ai pas fait difficile, exprès. hein. Toulon, c'est le centre du monde. Mais ça me parle parce qu'en fait, je suis niçois de naissance. Voilà. Toute ma famille est à Nice, donc en fait, c'est vrai qu'on a un a priori sur Toulon. Et je vais vite aller à la redécouverte de cette ville parce qu'a priori, ça a changé. Un petit consultant immobilier bientôt à Toulon. J'ai connu il y a 40 ans Chicago, hein, le centre-ville de le petit Chicago, tout à fait. Chicago. Et donc, il me tarde d'y retourner. Donc, ça m'a donné envie de dire. Eh bien, c'est excellent tout ça, chers auditeurs. Vous restez connectés. Nous, on revient avec le réalisateur, comédien, directeur de théâtre Charles Berling et le président de Consultant Immobilier, Roger Abécassis. À tout de suite. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, c'est excellent. Et c'est la deuxième partie de votre émission. Nous sommes en compagnie du comédien Charles Berling, directeur du Théâtre de la Liberté à Toulon notamment, et dernier relayeur de la Flamme Olympique Varois, puis Roger Abécassis, le président cofondateur de Consultant Immobilier. Alors Charles Berling, on vous écoute un petit peu, c'est parti. Attendant, les vacances sont finies, ma chérie. C'est la fac maintenant, ta priorité. Je repars en mer. Tu les as, les muscles du vent, les nerfs du froid. Papa, ta fille est un marin. Charles Berling sur Sud Radio. Alors j'ai choisi ce petit extrait pas par hasard, hein. C'est donc c'est Flo, c'est le film, le biopic sur la vie de Florence Artaud, hein, qui a été réalisé par Géraldine Danon. Vous jouez avec notamment Alison Wheeler, Alexis Michalik. Ça m'a touchée parce que c'est une femme qui, au-delà de ses exploits sportifs, elle incarnait une quête de liberté, une quête d'indépendance. Elle était résolument libre, elle a repoussé les frontières de ce qui était considéré possible, hein, pour une femme dans le domaine de la voile à l'époque. Donc c'est un film qui marque, c'est une femme qui a marqué son époque. À l'heure du MeToo qui change la donne en ce moment, ça résonne tout particulièrement, ces femmes incarnées. Comment ça résonne chez vous? Moi, ça résonne comme depuis toujours. Moi, j'ai une grand-mère et une mère extrêmement féministes sans même le savoir. Elles se sont battues pour exister. Ma grand-mère parce que son mari foutait rien et que c'est elle qui faisait tout et qu'à un moment donné, elle en avait marre juste de se faire insulter et pourquoi pas parfois taper dessus. Donc, c'est des femmes qui ont vraiment été très courageuses et qui m'ont appris ça. Donc moi, on était 3 filles et 3 garçons à la maison et notre mère nous disait: c'est pas parce que vous êtes des garçons que vous n'allez pas faire le ménage et la vaisselle, et vous les filles, c'est pas parce que vous êtes des filles que vous allez attendre de vous marier. Vous allez avoir un boulot et puis vous allez travailler. Donc moi, je suis féministe depuis toujours et je pense que il est important de raconter en permanence la vraie égalité qu'il y a entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, dans ma carrière, j'ai beaucoup travaillé avec des metteuses en scène, des réalisatrices. Et je défie quiconque de dire, tiens, c'est-à-dire on cacherait les noms des réalisatrices ou réalisateurs, on dirait c'est un film d'homme ou un film de femme. Donc la question du genre, elle se pose même pas en fait. Hein, moi, voilà, c'est ça. La question du genre, pour moi, elle doit pas être aussi centrale. Et donc là, vous parlez du film Flo, Florence Artaud que j'ai connue, avec qui j'ai fait quelques régates. J'ai eu cette chance de la connaître. C'était une femme, une femme vraiment d'acier trempé, et qui a montré que dans ce milieu assez machiste qu'est la voile, une femme, elle pouvait exister, au fond. Sans forcer le trait en plus, hein, c'est ça qui est intéressant. Non, elle était joyeuse, elle était déconneuse. Après, elle était parfois un petit peu portée sur borderline, voilà. Mais disons que ça faisait plaisir de voir des gens comme ça. Mais moi, j'aime bien considérer les gens comme des gens et pas seulement c'est un homme ou c'est une femme. D'ailleurs, moi, j'ai eu plein de périodes dans ma vie où je me suis demandé si j'étais un homme ou une femme. Et je pense que de toute façon, quand on est un homme, qu'on soit un homme ou une femme, on a à peu près 49% d'hommes ou de femmes. Vous voyez, la part de féminité en nous, la part de masculinité, c'est pas tout d'un coup on n'est qu'un homme ou on n'est qu'une femme, c'est faux. Donc moi j'aime bien d'ailleurs les jeunes quand ils racontent ça, les trucs de genre, de non-binaire, de machin et tout, je comprends très bien ce qu'ils disent. Je trouve que c'est vrai et qu'ils ont raison. Moi j'ai joué un magnifique rôle là
à l'époque au Festival d'Avignon, c'était l'année des 13 lunes, c'était l'histoire d'un homme qui était devenu une femme et tout. Moi, je me suis régalé. Mais aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça. C'est la société qui nous pousse à parler de ce sujet et les changements qui avancent en ce moment. Vous, Roger Abécassis, dans le milieu de l'immobilier, c'était historiquement très très masculin aussi. Ça a beaucoup changé depuis les 20 dernières années à peu près, j'imagine, c'est ça ? Moi, je suis en dehors des statistiques. Ouais. C'est-à-dire que vous, c'est 70% de femmes chez vous, c'est ça ? Ce n'est pas par choix, c'est parce que on fait un métier il faut une sensibilité très fine. On en parlait tout à l'heure. Et c'est inhérent à des femmes. Donc en fait, les candidatures naturellement et la réussite est plus portée parce que alors femmes. voilà, là on rentre dans l'histoire du genre parce que vous pensez que les hommes, enfin ce que vous avez constaté vous en tout cas dans votre métier, c'est qu'ils sont moins dans la finesse, dans la vente quoi, dans l'écoute de l'autre. Ils peuvent l'être, mais ils sont moins nombreux à candidater que les femmes. Et en ce qui concerne les femmes, c'est vraiment un métier de femme et c'est ainsi. Ouais. Donc je suis en dehors des statistiques. D'accord. Et je demande des candidatures hommes. D'accord. Voilà, messieurs, si vous cherchez un poste de commercial dans l'immobilier, chez Consultant Immobilier, ils recrutent actuellement parce qu'il y a trop de femmes. On aime bien l'idée. Charles Berling, vous avez dit pourtant que vous étiez désormais catégorisé comme vieux mâle blanc hétéro cisgenre. Ça m'a fait beaucoup rire. Ouais. Pourtant, ça existe dans les deux sens parce que vous avez révélé aussi que vous avez vécu des gestes déplacés de la part de certaines réalisatrices. Donc finalement, c'est intéressant parce qu'on vous catégorise et en même temps, vous aussi, indirectement, vous avez été victime des mêmes problèmes que ce qu'on entend en ce moment sur les femmes qui elles-mêmes ont été victimes de certains réalisateurs. Alors peut-être que c'était moins commun. Mais moi, je suis contre la radicalité en tout. Je suis contre l'extrémisme, le non-compromis, la non-discussion. Et donc, par exemple, là, avec Philippe Collin de France Inter, on fait un événement théâtral autour de Léon Blum. Qui est pour moi un modèle de ça. En tant qu'homme, il était accusé d'être trop féminin. Ouais. Alors on l'a insulté. Il était juif. Alors il faut pas être juif. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire il y a un certain nombre de choses que je trouve moi admirables et qui peuvent devenir, enfin qui devenaient pour ses ennemis des cibles. Et en plus, on sait que en ce qui concerne soit les femmes, soit les juifs, ce sont des cibles qui ont amené, comme on le sait, l'histoire à être absolument criminelle. Donc pour moi, je me réfère plus à des gens comme ça qui sont pour la modération, la pondération, et donc, si vous voulez, je crois qu'il faut, dans ces domaines, aller au bout, parce que il y a une injustice fondamentale envers les femmes dans la société. Il faut absolument réparer ça. Mais même après, si ça passe pour changer les choses, parfois il faut crier un bon coup, quoi. C'est vrai, c'est ce qu'on dit. Mais Léon Blum disait, par exemple, au Congrès de Tours en 1920, il disait à Lénine, non, les méthodes que vous êtes en train d'appliquer sont pas les bonnes et vont amener à une catastrophe. Moi, je crois qu'en URSS, le communisme, alors qu'il partait d'un bon sentiment. C'est pas de sentiment dont il s'agit en politique, mais en tout cas, peut-être d'une voie intéressante, a été complètement dévoyé. On voit le résultat aujourd'hui, puisqu'on voit ce qui est redevenu l'URSS, puis la Russie. C'est pareil en Chine, avec la révolution culturelle de Mao Tse-tung, etc., ou aujourd'hui Xi Jinping. Quand Roger parlait d'immobilier, est-ce qu'on va faire de l'immobilier chic à Pékin ou à Moscou aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr. Mais, donc, si vous voulez, il faut absolument... J'ai joué Oedipe, et dans Oedipe, il est dit dans cette pièce, on lui dit, les méthodes que tu utilises pour arriver à tes fins, ça va... imprimer tout. C'est-à-dire, c'est ça qui va être le résultat. Et c'est fondamental pour moi. Et donc, je crois qu'il faut, dans ce mouvement MeToo, que on soit absolument ensemble, les hommes et les femmes, que ça n'est absolument pas une guerre de femmes contre des hommes. Ça doit être une cause commune, quoi. C'est une cause commune. Moi, je la vis comme ça, encore une fois, en tant qu'homme, depuis mon enfance. Vous avez raison, et peut-être qu'effectivement, les radicalités empêchent aussi cette création du lien entre les genres. Et pour sortir de ce marasme, vous nous parlez de l'exception culturelle assez fréquemment, Charles Berling, française. Une exception aussi qui vient d'un art de vivre évident à la française, Roger Abécassis. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un pays où il fait bon vivre. C'est important de le dire. Oui,
C'est-à-dire que quand on parle de Paris, il y a une attractivité énorme et je le ressens au quotidien. Donc en fait, on vit dans un pessimisme ambiant au travers de certains médias. Le Gaulois réfractaire aussi. Et j'ai pas la même vie au quotidien. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une au travers de l'immobilier. Donc c'est très important parce que ça veut dire se loger, ça veut dire s'enraciner. Et puis c'est un beau ville. miroir de ce qui se passe effectivement au cœur de la société. Ouais, aujourd'hui qui crache sur Paris, c'est-à-dire que c'est un attrait incroyable. Je vois des gens avoir qu'une obsession, c'est se loger à Paris. Et même au sortir du Covid, il y a des gens qui ont cherché de la verdure, qui ont quitté Paris pour la Grande Couronne ou même pour la province. Qui sont venus. Et aujourd'hui, on les voit revenir, oui, absolument. Ouais. Donc finalement, cette exception française, cette exception culturelle, c'est aussi ce qui nous sauve et qui va continuer à créer du lien et à nous permettre de garder un certain optimisme aussi, Charles Berling. Non ? Mais tout à fait. Moi, Roger, il dit qu'il a beaucoup de chance de travailler dans sa branche et dans son métier. Je le comprends. Et moi, je suis aussi comme ça. Enfin, je ressens comme ça. J'ai une chance énorme. Grande chance de faire ce qu'on aime. Tous ces artistes, tous ces poètes, tous ces textes que je peux fréquenter, y compris tous les copains, les collègues. Et puis, enfin, c'est une passion. C'est-à-dire, c'est un métier qui vous permet de dépasser simplement la matérialité, je dirais, ou l'utilitarisme primaire. On est fait pour beaucoup d'âme, on est fait pour beaucoup de spiritualité, on n'est pas fait juste aussi, pour des petits calculs, n'est-ce pas ? Ouais. C'est ça le secret finalement de l'excellence telle que vous la considérez vous, Roger Abécassis, c'est le plaisir de faire les choses. C'est que du plaisir. De toute façon, c'est un métier qui ne peut se faire que dans le plaisir. Après, on parle de l'achat, mais on doit parler aussi de la location, parce que les gens doivent se loger sur Paris. Bien sûr. Donc on est aussi sensible à ça. Le but, c'est de loger les gens. Le but, c'est de loger les gens. Et le but, c'est de leur faire plaisir aussi quand on monte sur scène, Charles Berling. Oui, à fond. Et se faire plaisir en même temps. J'étais au Havre il y a 2 jours. On jouait Ingmar Bergman, cet immense cinéaste et homme de théâtre suédois. Et c'est tellement génial. On est là, la salle est bourrée, les gens sont fous de joie. Il y a des jeunes qui hurlent. Moi, j'adore. Je trouve c'est magnifique. Avec des textes qui racontent des choses compliquées de la vie. Mais tant mieux. Nous, disons que moi, je suis plutôt... Je suis pas pour juste le divertissement, genre, bon, d'accord, c'est cool et tout, on doit faire plaisir aux gens. Un peu de fond, quoi. Mais moi, je trouve, personnellement, dans la vie, rien ne me fait plus plaisir que la vérité. C'est les faux sourires, j'aime pas. Mais les vrais sourires, oui. Alors, moi, j'essaye, en tant qu'acteur, d'amener du vrai sourire. Eh bien, on sourit ensemble dans cet excellent ce soir sur Sud Radio avec Charles Berling, réalisateur, comédien, directeur de théâtre, et puis Roger Abécassis, le président de Consultant Immobilier. Vous restez là, nous on revient pour la fin de l'émission. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent d'être avec vous ce soir. Ce soir, donc, on crée le lien entre le comédien, metteur en scène, directeur du Théâtre Liberté de Toulon et dernier relayeur, Varroa de la Flamme Olympique, Charles Berling, et le patron, président, cofondateur de Consultant Immobilier, Roger Abécassis. Allez, on écoute encore un peu Charles Berling sur Sud Radio. On vous demande de dire « Je veux que cet homme meure. Je veux qu'on le prenne. Qu'on le mène vivant sur la guillotine, qu'on le coupe vivant en 2. Je requiers la peine de mort. Je n'accepterai jamais cette justice qui tue. C'est son combat, c'est sa cause, sa vie. Fidèle à sa conduite, l'abbé, sans nuire à sa santé, peut faire 2 mots d'esprit de suite, l'un en hiver, l'autre en été. Charles Berling sur Sud Radio. Alors, 2 films qui comptent et qui résonnent tout particulièrement. Déjà, le téléfilm L'abolition sur la plaidoirie de Badinter, qui nous a quittés il y a peu de temps. Ouais. Le grand Badinter sans qui la démocratie française aurait quand même une autre figure aujourd'hui. Je rappelle aux auditeurs que c'est grâce à lui qu'il y a eu l'abolition de la peine de mort, et c'est cette fameuse plaidoirie en 1980. Son décès, c'est aussi la fin d'une époque, mais en même temps, c'est pour la postérité, j'ai envie de dire, quoi. Charles Berling. Oui, mais vous avez raison de dire que, aujourd'hui, je trouve que l'antisémitisme est tellement terrible et
Grandissant, je pense que Robert Badinter représentait, pour ma génération comme pour d'autres, un des derniers grands combattants de l'innommable, de ce qui n'est pas possible. Il a soulevé des montagnes contre la peine de mort, et il a été pour moi un phare extraordinaire. Et il était lié par sa vie à cette période. Quand en 2015, je lui avais parlé, parce qu'il m'a donné un texte que je joue depuis 10 ans sur la Shoah, pour raconter aux jeunes ce que c'était. Et qu'on arrête d'entendre « oui, enfin, oui, c'est pas si... » Non. C'est-à-dire que il m'avait donné ce texte et il m'avait dit « depuis 1940, je n'ai pas vu des milliers de personnes hurler mort aux Juifs. Je n'avais plus entendu ça. » Et en 2015, il a réentendu ça. Il était totalement bouleversé, et je crois que c'est donc un personnage politique, mais moral aussi fondamental. Une boussole, quoi. Une vraie boussole. Et donc ça a été... sa disparition marque la fin d'une période. On peut pas le nier. Et donc on doit... certes, on doit pas oublier ces témoignages, on doit pas oublier cette présence, mais il faut se reconstruire sans ces pères-là. Se reconstruire sans ces pères-là, est-ce que c'est quelque chose qui résonne chez vous, Roger Abécassis, aussi, quand on parle de Robert Badinter? Oui, bien sûr, extraordinaire. On a perdu beaucoup de personnages clés, je pense, et je n'arrive pas à voir sur la scène politique des personnages qui sont à la hauteur du remplacement. Ouais. Et ça, c'est un peu dramatique. Voilà. Badinter, ça me fait penser aussi... un combat de toute une vie, c'est magnifique. L'hommage d'Emmanuel Macron a été juste extraordinaire. La dignité de cet homme. Aujourd'hui, je n'arrive plus à avoir de la dignité dans les interventions, et ça me navre. Quant à nos métiers, en fait, on parle d'antisémitisme, on a un vrai thermomètre aujourd'hui de la société dans nos métiers, parce qu'on voit les gens systématiquement quitter l'école publique pour aller dans des écoles sur les boîtes aux lettres, enlever la mezouza. Mais les écoles privées, c'est dramatique, c'est un renoncement terrible, et ça nous navre. Et donc cette déliquescence de l'école publique par la désertion de certaines familles, mais juste insupportable. Et j'espère que les gouvernants vont réagir là-dessus, parce que c'est un vrai drame. Avant, de mon époque, il y avait lieu d'aller à l'école publique. Bien sûr. Moi, mes enfants, je me suis battu sur l'école publique, et aujourd'hui, il va de soi d'aller à l'école privée. Et dès lors, il y a du communautarisme qui se forme. Totalement. Il y a de la fermeture de ces communautés, et l'école en est vraiment le thermomètre. C'est épouvantable. Alors, vous me parlez de ces politiques qui sont des personnages pas à la hauteur. Ça résonne avec Ridicule, qu'on a entendu juste avant, parce qu'il y avait un passage de ce film important, qui est sorti en 1996, de Patrick Lecomte, où vous jouez un rôle important aussi, Charles Berling. Parce que ça révèle les intrications complexes du pouvoir, de la vanité, de cette espèce de ridicule absolu de cette classe dirigeante qui finalement résonne encore une fois aujourd'hui, quoi. Oui, ça révèle aussi que... Et c'est ce que dit Roger, c'est-à-dire, enfin, par défaut aujourd'hui, c'est-à-dire que la conviction profonde, la fidélité à ses valeurs, c'est extraordinairement important. Donc, dans Ridicule, on voit bien qu'un jeune homme qui a des convictions, il va aller jusqu'à Louis XVI, et il va arriver à ses fins. Mais par conviction, parce qu'il est convaincu de ce qu'il a à faire avec la société, et en particulier là avec son territoire à lui, qui est les Dombes. Et donc, pour moi... et il gagne avec l'esprit, c'est ça qui est beau aussi. Et il part de rien. On peut partir de rien et réussir. Il faut de la conviction. Et un homme comme Badinter, quand on voit d'où il vient, il est parti de rien. Mais il a vécu certaines choses qui l'ont
qui lui ont fait croire dans l'universalisme. Vous parliez de communautarisme, je suis totalement d'accord avec ça. C'est une plaie, le communautarisme. Et la force des Juifs en France, ça a été justement de réclamer la République, de s'y insérer, et non pas d'être ghettoisés, comme ça avait pu être le cas plus dans d'autres pays comme la Pologne, où ils ont été après évidemment des cibles. Donc je crois que le communautarisme au travail en ce moment, aujourd'hui dans les sociétés, quelque chose d'extrêmement néfaste, et qu'il faut se battre pour l'universalisme, pour la laïcité, pour toutes ces valeurs qui font que on s'en fout de qui est quoi et d'où il vient et quelles sont ses convictions. Il faut être ensemble et construire ensemble. Construire ensemble pour un monde meilleur, ça sera un peu la leçon qu'on se prend aujourd'hui. Mais quand même, une petite question personnelle avant de se quitter, messieurs, c'est la dernière question de l'émission. Je commence par vous, Roger Abécassis. Que dirait l'adulte que vous êtes aujourd'hui à l'enfant que vous étiez ? J'aimerais bien retrouver l'ambiance politique des années 80. Oui, je suis très nostalgique. J'ai lu un papier comme quoi ce n'était pas une maladie, et je vais mieux depuis parce que je suis très très nostalgique. Rendez-moi du Giscard, rendez-moi du Pompidou, rendez-moi de l'école de la République. Parce qu'en fait, quand vous étiez gamin, c'était une autre France, quoi. C'est ça que vous dites. Écoutez, j'ai 57 ans, je n'ai jamais souffert d'antisémitisme. Et là, c'est la première fois de votre vie ? Non, toujours pas. Mais je suis peut-être dans un secteur préservé, je ne sais pas. Mais quand je le vois ailleurs, ça me navre et je ne reconnais plus ma France. Donc voilà, je suis très nostalgique de fait parce que je suis très pessimiste pour le futur. Bon. Charles Berling, qu'est-ce que vous lui diriez, vous, à ce petit garçon que vous étiez ? Je lui dirais, n'oublie pas de toujours te rappeler à moi. C'est joli, ça. Oui, je pense que c'est joli. Il faut jamais quitter son enfance. Ouais. D'ailleurs, là, je viens de faire un spectacle sur Maria Montessori qui dit des choses extraordinaires sur l'enfant. Et elle dit aux adultes, non, un enfant n'est pas un adulte en miniature. L'enfant, c'est l'avenir. C'est vous qui devez l'écouter, et non pas le contraire. Je rappelle que contrairement à ce qu'on croit dans les écoles, quelqu'un visitait une école Montessori, disait alors à un enfant, alors ici tu fais tout ce que tu veux, parce que ça c'est le cliché qu'on a sur le Montessori, sur ce qu'elle a voulu faire avec les enfants. Et l'enfant regarde cette personne étonné et lui dit mais non madame, ici je ne fais pas ce que je veux ce que je fais. C'est beau, magnifique. Ça sera la leçon de l'émission. Hein. Je ne fais pas ce que je veux, je ne fais pas ce que je veux ce que je fais, c'est magnifique. C'est ça l'excellence française aussi. Si c'est pas un bel exemple de vitalité. Merci à tous les deux, vraiment d'être passés par là. Merci, c'était excellent. Alors Charles Berling, vous avez des petites actus. Vous allez être bientôt au cinéma. Je crois que vous êtes en tournage aux côtés de François Berléand, je me trompe pas ? Oui, avec François Berléand et Thierry Lhermitte. Ça va être Les Talents d'Achille. C'est un film de Jed Marlon. Extrêmement loufoque de Jed Marlon, mais ça va donner un film. Bientôt au cinéma. Et puis Roger Abécassis, tous les bons plans de consultants immobiliers, la liste des agences, c'est sur votre site. Consultant au pluriel -du6 immobilier.com. Vous avez autre chose à passer comme message aux auditeurs ? Non, venez nous voir, nous vous accueillerons avec plaisir. On a tout dit. Nous on se retrouve samedi prochain 13h30 pour Destin de Femme, vous le savez, dimanche à 19h pour un nouveau C'est Excellent sur Sud Radio. Merci à Marie Faye, notre réalisatrice du jour, sans oublier bien sûr toutes les équipes de Sud Radio, votre radio préférée, toutes les émissions sur sudradio.fr, YouTube, sans oublier Twitter, etc. Je vous embrasse, c'était excellent. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Avec Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans.